justement, donc face à ça, vous évoquez l'adaptation radicale qui est théorisée par Jem Bendel, face à la situation dans laquelle on est, avec les 4 R, donc résilience, renoncement, restauration, réconciliation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça impliquerait dans les grandes lignes? On l'a déjà un peu évoqué sur certaines choses, mais en quoi cette adaptation radicale, ça pourrait être une réponse à toutes à tous ces effondrements qu'on est en train de vivre aujourd'hui et à toutes ces crises? Ouais, c'est excellent ce mouvement anglais de deep adaptation, adaptation radicale. Jem Bendel, c'était un prof dans le management qui faisait du développement durable et il s'est rendu compte qu'en fait, ça allait pas du tout. C'était n'importe quoi. Il a pris conscience des chiffres climatiques et il a fait une sorte de coming out, si je puis dire, où il a créé un article qui a eu beaucoup de succès, qui a été viral, où il dit, mais en fait, on va pas s'en sortir comme ça et on risque un effondrement sociétal collapse, il dit un effondrement social. Très sérieusement, il faut s'y mettre. Et les solutions qu'on nous propose, ça va pas du tout. C'est des demi-mesures qui nous foutent encore plus dans la merde. Donc, il proposait la deep adaptation, les 4 R pour se rappeler. D'ailleurs, je me rappelle jamais, mais donc résilience, c'est à quoi nous tenons. C'est un peu le titre du bouquin d'Émile H, philosophe, et Bruno Latour aussi dit à quoi nous tenons. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Résilience. Quelles sont les choses, les oiseaux, je sais pas, la nature, peut-être les liens. Qu'est-ce qu'on veut maintenir qui ne s'effondre pas? Voilà, la résilience. Mais il faut en discuter ensemble. Voilà, c'est quelque chose de collectif aussi. Pour ça, ils font des cercles, ils font des groupes de parole. Deep adaptation, c'est un peu partout dans le monde. R, l'autre, c'est renoncement. C'est vachement intéressant le renoncement. On est dans une société, on ne sait pas renoncer. Oui. On est dans l'illimitation, le toujours plus. Et à un moment, ça peut être ralentir, mais renoncer carrément, c'est radical. Et si on renonçait à ça? On faisait le deuil de ça. Vous donnez l'exemple justement dans le premier dialogue avec la jeune fille de 13 ans en disant t'as une glace au chocolat en face de toi et tu peux pas la manger, quoi. C'est le symbole des métaphores des énergies fossiles qu'on doit laisser dans les sous-sols, sinon on explose le climat. Toute notre vie, on va être devant une immense glace au chocolat, les énergies fossiles dans les sous-sols, et on pourra pas les extraire, on pourra pas lécher la petite, la grosse glace. C'est terrible pour le cerveau humain, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire renoncer collectivement? C'est la question du sevrage dont on parlait tout à l'heure. Philosophiquement, mais ça a des implications politiques majeures. Est-ce qu'on peut renoncer aux énergies fossiles? C'est tellement délicieux pour notre société industrielle. C'est vital. Voilà, donc ça, c'est une question collective, politique, qui doit partir aussi de nous. Et c'est une réflexion à avoir. Et après, il y a réconciliation et le troisième... Restauration, ouais. Et restauration, il y a des choses qui ont été détruites. Qu'est-ce qu'on veut refaire vivre? Donc ça, c'est la question de la Renaissance, etc. C'est vraiment tout un pan de l'écologie qui est magnifique. Mais c'est pas que l'écologie, c'est aussi la culture. En fait, si on y pense bien, on vit une société de décroissance. Le capitalisme, en fait, c'est un capitalisme punitif, un capitalisme de salon. Je reprends les expressions à l'envers, parce qu'ils nous disent ça de l'écologie. Et c'est une décroissance du sens, des liens, de la santé, c'est une décroissance des écosystèmes, de la biodiversité. On vit dans une société de décroissance. Et nous, on veut améliorer ça, on veut restaurer ça. Et là, il y a tout un imaginaire, un récit à reconstruire, à régénérer. C'est ça l'objectif de notre génération, c'est laisser les énergies fossiles dans les sous-sols, se défaire, se sevrer des drogues, et régénérer, et renaître d'une société mortifère, zombie, qui bouffe tout. Zombies, c'est une bonne métaphore. C'est des individus qui errent et qui bouffent tout. C'est vraiment notre société, sans but, juste, et sans lien entre eux. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de lien. Et on bouffe tout. C'est ça, la société zombie dans laquelle on vit. Et c'est quoi qui va advenir après? Comment on se dézombifie? On a vraiment beaucoup de... Et la réconciliation, du coup, c'est le 4e tome qui est le but de ce livre, en quelque sorte. Ouais, là, c'est plus... il faudrait du temps pour le développer, mais notre livre, en fait, c'est comment on fait, parce qu'il y a des vrais clivages générationnels avec ces questions, même les couples se défont ou se forment, mais je veux dire, intégrer cette question des catastrophes globales et d'un possible effondrement, ça change notre horizon de temps, ça change notre manière d'être au monde, la manière de voir l'avenir, etc. Et donc, forcément, ça peut créer des grandes fractures en nous et avec nos proches. Et il y a des engueulades de famille, au repas de Noël, ou peu importe, avec les potes autour d'une bière. Mais il y a aussi des réconciliations.
Et en fait, notre livre, c'est comment on peut maintenir les liens malgré tout, même si on n'est pas forcément d'accord, mais il va falloir qu'on se serre les coudes, sinon on va sombrer dans la tempête, quoi. Il faut se maintenir à flot. Oui, et à la fois, justement, par rapport à ce côté qui nous dépasse ou à la peur, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont dans un déni et on a l'impression que, de plus en plus, il y a un peu deux mondes qui cohabitent et qui n'ont pas la même conception du monde parce qu'il y en a qui sont conscients de l'urgence et de sa gravité et d'autres qui sont en déni par rapport à ça. Et ça crée des tensions de plus en plus fortes. Et donc, d'une certaine manière, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux mondes-là ? Ouais, peut-être que c'est pas deux mondes, c'est ce qu'il y a tout un gradient, mais c'est vrai. Et puis ça dépend des phases de la vie. On traverse, peut-être ça dépend aussi de l'âge, je sais pas, de notre sensibilité, mais moi, par exemple, quand on voit la violence des réactions qu'il y a eu sur les actions de désobéissance civile, par exemple sur le tableau de Van Gogh, on se rend compte quand même qu'il y a une opposition très très forte, même si on peut comprendre que ces actions aient pu choquer, mais ces actions, elles sont là pour alerter face à l'urgence aussi. Ouais, on peut avoir différents degrés de prise de conscience ou de prise de croyance, je sais pas comment on dit, mais à un moment, quand ça nous impacte trop, on change de vie, on change de métier, on change peut-être de conjoint, enfin, on prend acte et on agit en conséquence. Et effectivement, il y a plein de gens qui ne veulent pas croire, qui ne veulent même pas savoir. Et forcément, quand on ne croit pas à ces catastrophes, quand ça nous passe au-dessus de la tête, on ne peut pas comprendre que pour certaines personnes, c'est une question de vie ou de mort. Et pourquoi les gens rentrent en résistance, ils bouleversent leur vie. Ces militants, ces jeunes, ils ne voulaient peut-être pas faire ça, ils voulaient faire une carrière dans autre chose. Oui. Moi aussi, j'ai été obligé de faire ce livre, je me sentais obligé, une nécessité. Moi, j'aurais fait autre chose, s'il n'y avait pas des catastrophes, j'aurais une autre vie. Mais pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Et en plus, on avait des enfants là, avec Gauthier aussi et Raphaël aussi, ils avaient des nouveau-nés au moment où on écrivait ces livres. Pour nous, ça nous impactait fort, ça donnait un sens à notre vie. On devait se battre, construire un monde meilleur, en tout cas pas pire que ça, pour cette jeune génération qui allait aussi nous aider à faire. Tous ces jeunes-là, moi, je me sens en profonde fraternité avec tous ces mouvements. Et moi, j'utilise la métaphore de Bip Bip et du coyote. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dessin animé quand on était petit. À un moment, sur une falaise, là, et le coyote, il se retrouve au-dessus de la falaise, il fait « oh » pendant 2-3 secondes, et il tombe. Et ces 2-3 secondes au-dessus du précipice, où il se rend compte de rien, il fait « oh ». Ça, c'est typiquement, pour moi, les riches, enfin les élites, qui sont dans une sorte de cocon de confort, hein, où Alain Damasio dirait un techno-cocon, mais ça implique aussi beaucoup de gens, mais de confort en tant qu'élite, ils ont c'est pas une armature, mais un cocon, qui les empêche de ressentir la gravité des choses, mais de ressentir dans leur corps le réchauffement climatique, la détresse des classes pauvres, enfin l'effondrement des classes sociales, enfin des cultures, des autres cultures, etc. La détresse des migrants, une sécheresse, voilà. Donc quand on a de l'air conditionné, forcément, le réchauffement climatique, on peut ne pas le ressentir, ça reste théorique. Et ce confort-là, il fait que ces gens-là peuvent se payer le luxe de ne pas y croire et donc de prendre les mauvaises décisions, puisque ça ne les impacte pas. Il faut se souvenir que... Mais il n'y a pas que les élites économiques qui c'est ceux qui ont le pouvoir. Bien sûr, mais en tout cas, ceux qui ont le pouvoir, les leviers d'action, les grands leviers, ils sont dans une bulle de confort. Pas tous, peut-être, mais il faut se rappeler que qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ils ont cédé, les gilets jaunes, par exemple. Les élites se sont senties menacées par la violence des manifestants. Et donc, ils ont filé 100 balles pour le coup, mais ils ont agi, quoi. En France, on est un pays de conflit. Tant qu'on ne se sent pas menacé, on n'agit pas, c'est fou. Et en fait, le virus arrive. Tiens, un virus arrive, il ne tue pas que les pauvres. D'habitude, les virus et les maladies, c'est pour les pauvres. J'exagère, mais à peine. Tiens, ça tue des sénateurs, ça peut tuer des députés, des membres du gouvernement. Ouh là là, on va agir. Ils se sont sentis... le virus a percé le cocon de confort. Et tiens, on peut agir. Tiens, on peut même arrêter le monde. Ah, on a les leviers. Ah tiens, vous aviez les leviers. Ouais, parce que ça menace directement leur intégrité physique. Ça, c'est une illustration de ce que je veux dire. Et Jared Diamond, il le montre dans son bouquin, Effondrement, là, qui est paru en 2005. Il disait, il y a plusieurs manières de s'effondrer. Une société peut s'effondrer toute seule d'elle-même, ou elle peut effondrer la nature, ou la nature peut effondrer une société.
Enfin, il y a les trois. Mais à chaque fois, le point commun, c'est les mauvaises décisions des élites. Oui, surtout que la plupart des élites politiques avaient été prévenues des risques de pandémie et d'une pandémie comme celle-ci. Ouais, c'est ça. Depuis des années. Tous les risques, on les a, c'est théorique. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? En tout cas, on le sait. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? C'est la vraie question. Est-ce qu'on prend ça au sérieux ou pas? Alors, on pourrait imaginer un gouvernement qui aide, qui dise « Ok, les jeunes, vous voulez de l'inventivité politique? Eh ben, on fait des zones où vous inventez... on pourrait imaginer ça, une pépinière d'innovation politique, de zones de création politique. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Là, on est à un tel degré de verrouillage politique qu'il faut innover, même si c'est farfelu, même si ça paraît fou et même si ça part dans tous les sens. On a besoin de diversité. Et ça, c'est la métaphore de la forêt. Quand tu as un arbre qui s'effondre, ou une forêt qui crame, les jeunes pousses, on peut se dire, elles vont faire une forêt, demain, ça sera une forêt. Mais les jeunes pousses, c'est un peu le bordel, c'est un chaos et il y a un dissensus là-dedans et on ne sait pas de quoi la forêt sera faite, mais on a besoin de ce dissensus. S'il n'y a qu'un type de jeune pousse qui émerge, c'est foutu. Ouais, mais les forêts qui ont le mieux résisté au feu cet été étaient les forêts où il y avait le plus de biodiversité. Exactement, c'est la diversité la clé. C'est une belle métaphore de ce à quoi on doit arriver. Si je rajoutais un truc intéressant sur la conception de la fin du monde comme un moment, ça, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps chez le philosophe Günther Anders, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est vraiment génial. Philosophe des catastrophes, de l'apocalypse nucléaire, en fait. Et en fait, il dit que la conception de l'apocalypse, pendant des siècles, enfin, ça vient dans la religion chrétienne, c'est un moment où il y a la fin d'un monde, il y a la renaissance, il y a un monde nouveau qui vient derrière. Donc c'était plutôt une vision assez positive. Et en fait, avec l'arrivée du nucléaire, de l'apocalypse nucléaire, ça s'est converti tout de suite. Il n'y a pas eu d'après. C'est-à-dire que le nucléaire a amené la possibilité d'une fin de tout, d'une fin de l'espèce humaine et d'une catastrophe qui ne mène à rien du tout. Et ça, c'est nouveau. Ça fait 80 ans qu'on a cette conception d'une apocalypse comme un rideau noir. Et ça fait très peur. C'est vraiment terrible à penser. Pourtant, on doit quand même s'efforcer de le penser. On doit s'efforcer d'ouvrir les horizons, d'imaginer une renaissance, d'imaginer une régénération, tout en imaginant une possible fin de tout. Et donc, on doit diminuer ces risques. Tu vois, c'est vraiment difficile à penser en même temps.